Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par vous rappeler quelques éléments de contexte pour resituer les enjeux dont nous allons parler aujourd'hui au lendemain de la remise par RTE du rapport Futur énergétique 2050 demandé par le gouvernement il y a 2 ans. Ce rapport présente plusieurs options d'évolution en profondeur de notre système électrique qui permettent toutes d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Il analyse les conséquences et les impacts de chacune de ces options, mais ne porte aucune recommandation puisque le choix entre ces options relève d'une décision politique. Ce qui ressort en point commun à l'ensemble de ces scénarios est que nous allons devoir faire face, dans les décennies à venir, à 2 défis cruciaux et enthousiasmants par leur ampleur: réduire et décarboner intégralement notre consommation d'énergie pour atteindre la neutralité carbone et en parallèle refonder entièrement notre système électrique puisque la quasi-totalité de notre parc de production actuel devrait être renouvelée d'ici 2050. Il s'agit, et j'insiste bien là-dessus, bien plus que d'un simple défi technique ou économique d'envergure. Il s'agit d'un défi civilisationnel. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement des choix technologiques et industriels. Ce qui est en jeu, c'est la contribution de notre pays au combat climatique, à la lutte pour la survie planétaire. Ce qui est en jeu, c'est notre capacité, la capacité de notre société à se hisser à la hauteur des enjeux, à voir loin et à s'élancer avec courage dans une transformation positive de notre économie, de nos emplois, de nos modes de vie et de notre pays. Si l'horizon 2050 peut paraître lointain, c'est aujourd'hui, à 30 ans de cette échéance, que nous devons préparer l'avenir. L'urgence climatique est là et nous ne pouvons désormais renvoyer les décisions à plus tard. Et c'est d'ailleurs le dernier enseignement du rapport RTE. Il y a urgence à se mobiliser. La complexité de l'équation à résoudre et l'ambition à atteindre peuvent faire frémir les hésitants. Mais le refus d'obstacles n'est pas une option. Ma conviction profonde, renforcée à la lecture des travaux si éclairants de RTE, c'est qu'à condition de s'en donner les moyens intellectuels, économiques, techniques et politiques, nous avons devant nous l'opportunité de nous rassembler dans une aventure collective à la hauteur de notre pays. Nous pouvons décider aujourd'hui de faire jouer à la France le rôle qui doit être le sien face aux défis du siècle. Je le disais, ça demande d'abord d'avoir les idées claires. Cette première condition est désormais remplie. Grâce au rapport remis par RTE hier, nous nous sommes donné enfin les moyens d'étayer avec rigueur des décisions qui, pour certaines, nous engagent pour des décennies. En matière d'énergie, comme en matière d'équipe de France de football, chacun semble avoir son avis sur ce qu'il faudrait faire, y compris avant d'avoir tous les éléments de décision en main. Ces avis, ces opinions sont souvent teintés d'idéologie et rarement fondés sur une vision cohérente et complète de ce que pourrait et devrait être notre futur énergétique. Nous assistons trop souvent à une surenchère d'arguments et de solutions simplistes, voire démagogiques, qui nous conduiraient vers des impasses. Aujourd'hui, grâce au très important travail réalisé par RTE, nous avons pour la première fois des bases scientifiques et techniques objectives pour décider de notre avenir énergétique jusqu'au milieu du siècle. Ce rapport fait ainsi œuvre de salubrité publique. Il nous permet de remettre la science et l'expertise au cœur d'un débat vital pour l'avenir de notre pays. Alors bien sûr, une politique énergétique n'est pas qu'une question technique. Et sa définition se fonde aussi nécessairement sur des données économiques, industrielles, sociales et géopolitiques, qui nous permettra de définir notre itinéraire jusqu'à 2050, jusqu'à la neutralité carbone. Alors, il ne s'agit pas du premier exercice de prospective pour notre politique énergétique, mais il s'agit bien du travail le plus approfondi, le plus à jour et le plus ambitieux depuis que nous sommes pleinement engagés dans le combat climatique avec la signature de l'accord de Paris en 2015, l'inscription de l'objectif de neutralité carbone dans notre loi en 2019 et les discussions actuelles au niveau européen sur le Fit for 55. Il faut bien avoir en tête cette nouvelle donne. Avec la stratégie nationale bas carbone actuelle, nous sommes passés d'un objectif qui était précédemment de diviser par 4 nos émissions
de gaz à effet de serre d'ici le milieu du siècle, à un objectif de neutralité carbone intégrale, ce qui suppose de les diviser au moins par 6. Ce basculement ne peut pas être sans conséquences pour notre système énergétique. Le travail réalisé par RTE est colossal. C'est l'aboutissement de 2 ans de travaux et d'une très large concertation. 40 réunions techniques, des consultations d'experts, d'une centaine d'entreprises de l'énergie, des ONG, des associations, des instituts de recherche, des think tanks, des administrations, des autorités de régulation. Au total, ce sont près de 4000 contributions qui ont été étudiées. RTE a mené ses travaux en organisant la contradiction et la controverse lors de l'élaboration même des scénarios, et c'est aussi cela, au-delà de la qualité technique de l'analyse, qui en garantit la solidité. Ces scénarios et les hypothèses d'études sont donc parfaitement robustes, totalement transparents et enrichis d'un éclairage large. C'est le fruit d'un travail approfondi, solide, remarquable, sur lequel nous pouvons nous appuyer, et c'est très précieux. À présent, nous en avons la confirmation, il existe des chemins réalistes pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et sortir des énergies fossiles, des produits pétroliers et du gaz qui représentent aujourd'hui encore près de 2/3 de notre consommation d'énergie. Et on voit bien en ce moment à quel point ces énergies importées nous rendent dépendants des pays tiers. La hausse des prix du pétrole et du gaz sur les marchés nous rappelle cette fragilité de notre modèle économique. Il ne faut pas se voiler la face. L'augmentation des prix des énergies fossiles présente une dimension structurelle. Si la nécessité de protéger les Français face à cette pression du quotidien est une évidence, il serait vain de penser que la situation se résoudra d'elle-même. La seule solution viable, c'est de sortir progressivement de cette dépendance, pour renforcer notre autonomie stratégique, pour lutter contre le changement climatique et pour protéger durablement nos concitoyens contre l'envolée de leurs factures énergétiques. Il s'agit ni plus ni moins que de poursuivre la reprise en main de notre destin énergétique, engagé en lendemain des chocs pétroliers dans les années 70, en passant d'une logique d'importation d'énergie fossile à celle de la production locale d'énergie décarbonée pour une très large part de notre mix énergétique. Les chemins dessinés dans le rapport de RTE sont exigeants et supposent une mobilisation forte et immédiate. Mais ils confirment que l'objectif de neutralité carbone que nous nous sommes fixés est atteignable et de surcroît sans impact significatif sur le pouvoir d'achat des ménages, avec une facture qui restera peu ou prou équivalente à celle d'aujourd'hui grâce à la baisse de consommation permise par une plus grande efficacité énergétique. Alors concrètement, que faire ? Quels que soient les scénarios, les conclusions sont claires. Avant toute chose, atteindre la neutralité carbone en 2050 n'est possible que par une grande modération de nos besoins énergétiques. Il s'agit de réduire de 40% notre consommation globale d'énergie d'ici 2050. C'est exigeant, mais à la fois faisable et indispensable. Cela suppose des efforts continus d'efficacité et de sobriété énergétique et, de facto, une politique volontariste d'économie d'énergie. Cette démarche, nous l'avons engagée à travers, par exemple, la massification de la rénovation énergétique des logements, grâce à MaPrimeRénov', avec des exigences sur les bâtiments neufs, renforcées en matière d'économie d'énergie dans la nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments, la RE 2020, qui exclut progressivement les énergies fossiles pour le chauffage ou encore le soutien des projets d'efficience nécessitera une électrification de nombreux usages. Mobilité, chauffage, production d'hydrogène vert pour se substituer à des énergies fossiles dans divers usages industriels. Dans le contexte de baisse de la consommation globale d'énergie que je viens d'évoquer, la consommation électrique va, elle, s'accroître d'ici 2050 entre 20% et 60% par rapport à 2020. En matière de transport, par exemple, la demande d'électricité devrait être multipliée par 8, passant de 13 à 100 TWh. Nos constructeurs envisagent plus de 70% de véhicules électrifiés dès 2030. La dynamique engagée est colossale. La consommation industrielle passera, elle, de 113 à 180 TWh dans le scénario médian, en faisant l'hypothèse d'une part constante de l'industrie dans le PIB. Et ceci sans compter les objectifs de reconquête industrielle plus ambitieux que nous pouvons avoir
pour bien des raisons liées à notre indépendance stratégique, à l'aménagement de notre territoire, à l'emploi et à la réduction de notre empreinte carbone. L'émergence d'une filière de production décarbonée d'hydrogène sera elle aussi un facteur significatif de cet accroissement de la demande électrique, tout en offrant des perspectives pour le stockage de l'électricité et l'accroissement de la flexibilité du réseau. Nous avons engagé il y a 1 an une stratégie ambitieuse et volontariste dotée de 7 milliards d'investissements d'ici à 2030 pour développer l'hydrogène décarboné. Au global, les différents scénarios ont modélisé une croissance de la demande d'électricité de 460 TWh aujourd'hui, en 2020, à 550 TWh au minimum et 750 TWh au maximum en 2050. Les scénarios médians tablent sur une demande d'environ 650 TWh. Nous allons donc connaître un effet ciseau, potentiellement redoutable, entre une demande électrique en forte croissance et l'arrivée en fin de vie d'une part majoritaire de nos capacités de production actuelles d'ici 2050. D'ici 2035, le parc nucléaire historique continuera de constituer le socle de notre production d'électricité décarbonée, même si sa part dans le mix électrique a vocation à décliner progressivement au rythme des mises à l'arrêt des réacteurs. Pour mémoire, 25 réacteurs auront atteint les 50 ans depuis leur mise en service d'ici 2035 et la PPE prévoit, sous réserve évidemment de compatibilité avec l'impératif de sécurité d'approvisionnement, la mise à l'arrêt de 12 d'entre eux. Mais la question se pose pour l'après 2035. Est-il possible, et à quel coût, de prolonger des réacteurs du parc actuel? Quelle proportion de ce parc serait-il possible, voire souhaitable, de remplacer par de nouveaux réacteurs? Les travaux de RTE, qui ont vocation à être enrichis de données complémentaires dans les prochaines semaines, fournissent des éléments de compréhension précieux sur le sujet. Ils mettent en évidence qu'atteindre la neutralité carbone en 2050 sans nucléaire engendrerait des surcoûts importants sur les mécanismes de flexibilité. RTE estime aussi qu'atteindre la neutralité carbone serait plus coûteux sans construction de nouveaux réacteurs nucléaires, tout en dressant les avantages et les inconvénients de scénarios sans nouveau nucléaire, avec quelques réacteurs EPR2 ou encore avec un parc nucléaire plus important. Les cahiers d'acteurs indiquent en outre qu'il existe une forme de plafond de capacité industrielle de 14 réacteurs nucléaires nouveaux à horizon 2050, au-delà des SMR qui pourraient être développés parallèlement avec l'appui du plan France 2030. Cette contrainte, remontée par la filière nucléaire elle-même, signifie que dans l'hypothèse la plus maximaliste en termes de développement de capacité de production nucléaire, qui comporte une part élevée d'incertitude et de paris technologiques, leur part ne pourra en aucun cas dépasser 50% à l'horizon 2050. Et dit autrement, les énergies renouvelables vont inéluctablement devenir majoritaires dans le mix électrique dans les décennies à venir. Et l'impératif incontournable est donc de développer de manière très volontariste toutes les énergies renouvelables. C'est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques et assurer notre sécurité d'approvisionnement. Aucun scénario ne permet de s'exonérer d'un déploiement massif des différentes énergies renouvelables dans les prochaines décennies. Éolien terrestre, en mer, photovoltaïque, biomasse, dans tous les scénarios, nous allons devoir doubler le rythme de l'éolien en mer, en passant de 1 à 2 gigawatts par an afin d'avoir installé et mis en service 2000 à 4000 éoliennes offshore à horizon 2050, atteindre entre 43 gigawatts et 72 gigawatts d'éolien terrestre en 2050 contre 18 gigawatts aujourd'hui, soit entre 2,5 et 4 fois la capacité actuellement installée, ce qui fera atteindre à cet horizon le niveau d'équipement actuel de l'Allemagne, et multiplier par 7 à 12 les capacités photovoltaïques installées d'ici 2050. Une telle accélération du déploiement des énergies renouvelables suppose bien évidemment d'en créer les conditions d'acceptabilité, en évitant notamment une concurrence destructrice avec l'usage agricole des terres, en limitant les impacts en termes d'artificialisation et sur la biodiversité, et en s'assurant d'une bonne intégration paysagère. Ce développement doit se poursuivre dans chaque territoire en s'attachant à la préservation du cadre de vie. Et c'est bien le sens des décisions que nous avons prises ces derniers mois dans la loi climat-résilience, par exemple, dans laquelle nous avons créé des comités régionaux de l'énergie, dans laquelle nous avons étendu les obligations d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, dans laquelle nous avons renforcé le rôle des communes en amont des projets éoliens. C'est aussi
Le sens des décisions que j'ai annoncées au début de ce mois pour favoriser un développement maîtrisé et responsable de l'éolien. Enfin, il sera nécessaire d'investir fortement dans les réseaux et le développement des flexibilités afin d'accompagner la montée en puissance progressive de la quantité d'énergie renouvelable dans le mix électrique. La flexibilité, ce sont les moyens dont nous disposons pour adapter soit la consommation, soit la production, pour assurer l'équilibre entre les deux. Ces flexibilités, ça peut être du stockage sous forme de batteries ou de réservoirs hydrauliques, du pilotage de la recharge des véhicules électriques, du développement des interconnexions. Par ailleurs, des centrales d'appoint fonctionnant à l'hydrogène sont nécessaires dans tous les scénarios, sauf le scénario le plus nucléarisé, qui repose sur des hypothèses très incertaines. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que la loi climat et résilience a récemment introduit la possibilité pour l'État de sélectionner par appel d'offres et de soutenir des nouveaux projets de stockage d'électricité, et que France 2030 prévoit 2,3 milliards d'euros pour soutenir la filière hydrogène, les filières renouvelables et l'intégration des systèmes énergétiques. Enfin, et au-delà des travaux présentés par RTE, le nécessaire développement des ENR électriques sera accompagné d'un développement des autres vecteurs énergétiques décarbonés, en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, du biogaz et de la chaleur renouvelable, pour lesquels le gouvernement a mis en œuvre des moyens renforcés ces derniers mois, notamment au travers de France Relance, et pour lesquels d'autres perspectives complémentaires sont en cours de développement, par exemple au travers de l'obligation d'incorporation de biogaz dans le gaz commercialisé, introduite dans la loi climat et résilience, ou encore au travers de la poursuite de l'effort de décarbonation de l'industrie. Nous avons d'ores et déjà posé les jalons du développement des énergies renouvelables et de notre sécurité d'approvisionnement. Nous devons aller encore plus loin en poussant les curseurs à fond. Vous l'aurez compris, le défi que nous affrontons est le défi le plus stimulant en matière énergétique que nous ayons connu depuis un demi-siècle. Il suppose une mobilisation générale, forte et rapide, et appelle des choix structurants pour notre avenir. Alors, j'anticipe la question que vous allez me poser, c'est quel scénario choisissez-vous? Je vais donc vous répondre dès à présent. Ce 26 octobre 2021, mon rôle de ministre de l'Énergie, c'est de poser les fondements du débat. Un débat que j'ai moi-même appelé de mes vœux lorsque j'étais députée et qui va enfin pouvoir se tenir sur des bases objectives et documentées. Alors, au risque de vous décevoir, il ne s'agit donc pas encore de choisir tel ou tel de ces scénarios. Ils décrivent chacun une voie pour atteindre la neutralité carbone en 2050 avec des avantages et des inconvénients. Chacun doit aujourd'hui pouvoir s'en emparer. Et je l'ai dit, contrairement à ce que font beaucoup de candidats à la présidentielle, en matière d'énergie, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Le temps des experts doit précéder celui des politiques. Et pour comprendre les enseignements que nous pouvons retirer de l'ensemble de cette étude, pour comprendre les enjeux économiques, sociétaux, environnementaux et techniques de chacun de ces chemins. Les décisions sans regret sont claires. Réduire nos consommations, développer les ENR, moderniser notre système électrique en développant les flexibilités, il faut s'y engager et sans tarder. Au-delà, RTE nous donne un GPS pour poursuivre le défi aussi ambitieux que stimulant de la neutralité carbone et éclairer les choix structurants. Ce qui se joue, c'est la compétitivité de l'économie française dans les prochaines décennies, la création d'emplois qualifiés, notre souveraineté énergétique et notre capacité à réussir dans la lutte contre le changement climatique. Ça mérite bien quelques semaines de débat. Je vous remercie et je suis maintenant à votre écoute. Et je bois. Voilà. Bonjour. Bonjour. Guillaume Guichard, Figaro, quand même une question sur le choix politique, quand même pour le gouvernement. Est-ce qu'il faut lancer un programme de construction de 6 nouveaux EPR, ou pas, vu les conclusions de RTE? Alors, vous l'avez vu, cette question est évoquée dans les différents scénarios qui sont présentés par RTE. Moi, en tant que ministre de l'Énergie, j'ai 2 boussoles. C'est atteindre nos objectifs climatiques,
donc baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et 2, assurer la souveraineté française et la sécurité d'approvisionnement en France. Et donc, dans les scénarios, nous allons étudier les scénarios et voir lequel est le plus efficace pour répondre à ces différents enjeux. Il s'avère que les scénarios qui sont proposés par RTE permettent d'atteindre ces objectifs. Maintenant, il y a des questions de faisabilité industrielle, de conditions à remplir, notamment sur la formation, sur les compétences, sur un certain nombre de contraintes que nous devons intégrer. Et donc, c'est à la lumière de toutes ces considérations que la décision politique sera prise. Mais il y a un point important, c'est que RTE nous dit qu'il faut agir vite, donc la décision va être prise et rapidement. Ici, c'est bon ? Oui. Bonjour Madame la Ministre, ici Attendez. La caméra. Oui. Sacha Robin pour CNews. Vous dites que vous n'avez pas choisi de scénario, alors qu'on va rentrer dans une phase de campagne présidentielle qui va être très très clivante. Je pense que vous savez un petit peu pourquoi, et déjà pas mal de candidats se prononcent. Ça risque d'être compliqué de continuer à dire que les experts débattent encore, alors que vous avez déjà un rapport de 600 pages qui est très clair et qui dit de garder le nucléaire à 70% jusqu'à 2035 au lieu de 50% comme l'exécutif le voulait. Comment vous allez choisir votre feuille de route alors qu'on sait ça maintenant et que c'est devenu public? Ce qui est intéressant avec le rapport de RTE, c'est qu'il permet justement de balayer les certitudes des uns et des autres. Et quand vous parlez de la campagne présidentielle, je suis heureuse qu'à partir de maintenant, nous ayons des éléments pour avoir une campagne qui sera fondée sur des travaux sérieux, qui ont pris du temps, qui ont demandé beaucoup de réflexion et qui sont maintenant une base sur laquelle on va enfin pouvoir discuter. Parce que jusqu'à maintenant, nous avions des déclarations qui étaient faites sur des scénarios écrits sur des coins de table, qui n'étaient pas sérieux pour justement répondre aux deux objectifs que je vous ai exprimés et qui sont ma boussole. Et donc, on aura le débat et chaque candidat pourra nous expliquer, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon nous dit qu'il faut fermer 20 réacteurs d'ici la fin de la décennie, eh bien, il va nous expliquer comment il fait pour tenir le cap des objectifs de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre et de la sécurité d'approvisionnement. Quand nous avons, que ce soit Marine Le Pen ou Xavier Bertrand, qui nous disent qu'ils veulent arrêter les énergies renouvelables et arrêter l'éolien, eh bien, il faudra qu'ils nous expliquent comment, en faisant cela, ils atteignent les objectifs. Je crois qu'au moins, nous aurons des bases plus saines de débat. Mais je ne dis pas qu'il faut laisser les experts continuer. Les experts ont fait leur travail. Il y a d'autres travaux, d'ailleurs les travaux de Négawatt, par exemple, qui sont des travaux que je salue, qui sont des travaux sérieux et intéressants, qui posent un certain nombre de problèmes et un certain nombre de sujets sur la table. Eh bien, voilà des sujets dont nous allons enfin pouvoir débattre politiquement. Mais après, chacun fera ses choix. Et les choix seront évidemment des choix qui seront débattus pendant la campagne présidentielle, et c'est très bien. Bonjour, Valérie Larambet de l'usine AGES. La loi climat-énergie fixe des échéances, 2023 pour la publication de la prochaine stratégie nationale énergie-climat. Il y aura entre-temps la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Est-ce que vous avez déjà en tête un calendrier de ces différentes échéances, de leur préparation et de l'inévitable débat public qui devra précéder la PPE? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ça doit faire l'objet ce qu'on appelle un rétro-planning. Alors, bien évidemment, la campagne présidentielle va être l'occasion de débattre d'une manière générale et politique sur la manière de mettre en œuvre aussi les différents scénarios, puisque il y a des calendriers de fermeture, par exemple, il y a des lieux d'implantation de telle ou telle énergie, etc. Donc tout ça va être débattu. Ensuite, effectivement, il y aura un débat public qui sera préalable à la mise en œuvre de la SNBC, mais aussi au texte de loi que j'avais appelé de mes voeux quand j'étais députée, et avec d'autres d'ailleurs, et que je suis très heureuse de voir aboutir, puisque ça veut dire que sur la PPE, nous aurons un débat au Parlement pour cette loi qui permettra de définir les étapes
suivante. Le calendrier, je pourrais vous le fournir évidemment de manière détaillée dès la sortie de la conférence de presse. Bonjour, Muriel Boselli de Montel News. Levez la main. Oui. Ah, là, merci. Non, j'avais juste une question concernant les scénarios de RTE. Vous avez parlé de votre boussole. Donc votre boussole, c'est la sécurité d'approvisionnement et le climat, les objectifs climatiques. Tout à fait. Qu'en est-il des coûts? Parce que RTE a mis en avant le fait que les scénarios impliquant la construction de nouvelles centrales étaient moins chers que ceux impliquant ceux sans nouveaux réacteurs. Je voulais savoir si les coûts étaient quelque chose qui... Est-ce que ça fait partie de votre boussole et qu'est-ce que vous pensez de ces différences de coûts? Alors, bien sûr que la décision politique, elle doit se fonder sur un certain nombre d'éléments. Et la question des coûts sera évidemment des éléments sur lesquels que nous prendrons en compte. Ça me paraît logique. Après, il y a quand même un point très intéressant dans le rapport RTE, et qui est d'ailleurs assez rassurant, et qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est que RTE nous dit que quels que soient les choix qui vont être faits, le coût de la production d'électricité va augmenter, mais finalement assez peu au regard de ce qu'on aurait pu craindre, puisqu'ils estiment que ce serait de l'ordre de 15%. Et que parallèlement, il y aura des coûts pour nos concitoyens qui n'existeront plus, qui seront les coûts d'approvisionnement en carburant fossile, quel qu'il soit, que ce soit le fioul pour les chaudières ou bien l'essence dans les voitures. Et donc, que l'un dans l'autre, on aura un coût pour nos concitoyens qui se maintiendra. La facture sera à peu près la même qu'aujourd'hui. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que RTE aurait très bien pu nous dire, écoutez, au regard de nos projections, ça va nous coûter extrêmement cher. Là, ce n'est pas le cas, et je crois que c'est une des bonnes nouvelles de ce rapport. Donc, bien sûr qu'on regardera la dimension du coût, mais on regardera aussi la dimension de la faisabilité en termes de compétences, de développement de certaines filières industrielles, etc., etc. On ne prendra pas en compte que cet aspect. Est-ce que vous prendrez en compte le coût d'un accident nucléaire potentiel ? Alors vous savez que cette question des coûts du nucléaire a fait l'objet d'une grande et d'une nombreuse littérature. Les coûts des accidents nucléaires potentiels sont des coûts qui sont intégrés, qui sont prévus par EDF. Il faut savoir qu'une partie de ce qu'on appelle les coûts d'assurance sont des coûts qui sont intégrés par l'État, mais qui font partie des réflexions globales. Oui, bonjour. Bonjour. Romain Chiche-Portiche pour Green Univers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce qu'on a un peu de mal à le comprendre, surtout qu'on n'a pas eu le rapport en fait dans son intégralité hier, comment, en passant d'un système aujourd'hui avec du nucléaire amorti vers un système où, en gros, les investissements sont entre 750 et 1000 milliards d'euros, c'est ce qu'indique RTE dans son rapport, un surdimensionnement du système électrique avec des flexibilités qui oscillent entre 40 et 60 gigawatts. 60 gigawatts, c'est le parc nucléaire actuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, avec tout ça, la facture ne va pas augmenter? Alors, vous allez avoir des éléments complémentaires qui vont être fournis. Il y a un rapport sur les coûts du nouveau nucléaire qui est en cours de finalisation et qui va paraître là dans les jours ou semaines à venir, mais assez vite. Et puis on aura des compléments sur les différents scénarios, y compris d'ailleurs les options de sobriété, qui vont être apportés dans le document final de RTE, qui là sera un très gros rapport, hein, on est sur 600 pages, qui vont sortir en début d'année prochaine. Donc là, ce que vous avez, j'espère que vous avez par contre le rapport RTE tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire la version condensée. Si vous ne l'avez pas, il va falloir que on vous la fournisse, parce que ce n'est pas normal, il est paru hier, donc vous devriez l'avoir. D'une manière générale, vous avez effectivement les bons chiffres, hein, entre 750 et 1000 milliards d'euros. C'est 20 à 25 milliards d'euros par an. En termes d'investissement, ce que nous dit RTE, c'est que quel que soit le scénario choisi, en termes d'investissement, on est à peu près sur des sommes équivalentes, qui sont importantes, mais qui sont logiques, puisqu'on a notre parc de production d'électricité qui, de toute façon, doit être renouvelé. Le coût de chaque scénario, donc global,
c'est entre 60 et 70 milliards d'euros par an. Donc ce sont des sommes importantes, mais qui sont des sommes qui, encore une fois, sont amortissables et qui vont entraîner un coût de production qui sera de l'ordre de 15% une fois qu'on aura, une fois que tout cela aura été mis en place. Donc la question des coûts doit être regardée, mais ce qu'il faut regarder effectivement, c'est comment on adapte le réseau. On voit qu'il y a une grande différence de coûts sur le choix qui sera fait en fonction de la part de renouvelables qui sera mise en place. Parce que, évidemment, si on reste sur un scénario où il y a beaucoup de nucléaire, on a moins à modifier le réseau que si on prend un 100% renouvelable, par exemple. Même si je relativise un peu ce que je dis, dans la mesure où, de toute façon, quel que soit le scénario, on aura une grande part d'énergie renouvelable dans le mix électrique et qui sera au minimum de 50%. Et donc, de toute façon, il va y avoir des coûts importants de remise à niveau du réseau, de flexibilité, de mise en place de flexibilité. Donc, l'un dans l'autre, nous avons des coûts qui seront incompressibles, mais qui seront détaillés plus précisément déjà dans le rapport tel qu'il est là, plus la version nouveau nucléaire qui va sortir très vite, et enfin, avec toutes les options dans le scénario complet qui sera publié, enfin dans le scénario le rapport complet qui sera publié en janvier. Oui, alors j'essaye de prendre ceux qui n'ont pas encore posé de questions et je reviens vers vous après. Allez-y, monsieur. Oui. Donc c'est Fabrice Pliquin à 20 minutes. Je voulais revenir un peu sur le calendrier des décisions. La position du gouvernement par le passé était de dire d'attendre la mise en service de l'EPR de Flamanville pour prendre une décision sur la construction ou pas des nouveaux EPR. Est-ce que ça a changé et est-ce qu'il faut s'attendre à des décisions beaucoup plus rapides que prévu, même avant Noël, comme le craignent plusieurs ONG? Comme je vous l'ai dit, RTE nous dit on n'a plus le temps d'attendre. Donc il faut entendre aussi ce que nous dit RTE pour modifier notre système électrique, pour le faire évoluer, même à horizon de 30 ans, il faut prendre des décisions très vite. Donc le président de la République, s'il le souhaite, et a priori c'est dans son état d'esprit, va étudier les rapports de RTE, ça il l'avait dit. Il attendait le rapport de RTE justement pour pouvoir avoir une vision globale des différents chemins qui pouvaient mener à cette neutralité carbone. Maintenant, nous les avons, nous allons les regarder et le président s'exprimera très probablement avant la fin de l'année pour donner sa préférence et son orientation sur les scénarios. Bonjour, Chaï Madame Natura Science. Je voulais revenir sur la question du prix pour les consommateurs, donc a priori qui, comme l'a dit RTE hier et comme vous venez de le répéter, n'augmentera probablement pas ou sera équilibré par le fait qu'il n'y aura plus de recours aux énergies fossiles. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des données sur combien pourrait coûter l'accompagnement des Français pour être préparés justement au fait d'avoir, par exemple, un véhicule électrique ou remplacer leur mode de chauffage au fioul? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que il y a en fait deux choses. Il y a la question de la crise que nous vivons conjoncturelle, de hausse très forte des prix du gaz, qui est liée à la reprise économique. Vous connaissez le sujet. Et donc, face à ces hausses qui sont conjoncturelles, bien sûr, il faut prendre des mesures d'urgence qui ont été prises. Je vous les rappelle, les mesures qui ont été prises sont des mesures d'abord sur on bloque la hausse des prix du gaz, on limite l'augmentation des prix d'électricité à 4% en février prochain, et puis on donne un chèque énergie supplémentaire pour les ménages les ménages les plus fragiles qui pourront ainsi se prémunir face à ces hausses. Et puis, nous avons mis en place un chèque inflation pour aider tout le monde à passer le cap. On est là sur 38 millions de personnes qui vont être concernées pour faire face notamment à la hausse des prix du carburant. Donc là, on est sur des mesures qui sont des mesures d'urgence et qui sont le lot normal des mesures qui doivent être prises quand on a comme ça des hausses très fortes. Ensuite, il y a des mesures de fond. Les mesures de fond sont très importantes parce qu'elles permettent d'accompagner tout le monde vers le changement de modèle. Vous parliez de l'achat de véhicules électriques. On voit que c'est une des composantes fortes
de la mobilité de demain, même si ça ne sera pas la seule, puisque on ne va pas, avec seulement les voitures électriques, résoudre les questions de mobilité. Donc on travaille aussi sur toutes les aides qu'on peut faire, sur le développement du covoiturage, sur des alternatives à la voiture, les transports en commun, le vélo, avec les investissements que nous avons faits notamment dans le plan vélo, et les accompagnements pour changer de voiture. Ce sont des accompagnements de deux sortes, c'est la prime à la conversion et le bonus écologique, dont j'ai annoncé la semaine dernière qu'ils seront préservés et prolongés encore l'année prochaine. C'est important parce que cela donne la possibilité à tous nos concitoyens de pouvoir changer de voiture dans des tarifs qui sont abordables pour tous, puisque je rappelle que ça s'applique aussi pour les voitures d'occasion. Donc aujourd'hui, y compris des ménages modestes peuvent avoir accès à des véhicules électriques à des tarifs qui sont abordables. Et d'une manière générale, on voit bien que pour le changement de modèle, il faut qu'on accompagne nos concitoyens. Donc les mesures que nous avons prises ont vocation à perdurer d'une manière ou d'une autre pour accompagner ce changement de système, parce qu'il y a des ménages qui ont les capacités de faire face, mais on a une partie de nos concitoyens qui ne pourront pas le faire sans le soutien de l'État. Et si on veut que ça marche, si on veut que la transition soit juste, il faut qu'on emmène tout le monde. Donc les mesures conjoncturelles et les mesures structurelles, c'est ce que nous faisons. Enrique Morera, des Échos, vous l'avez dit, il va falloir renouveler le parc nucléaire. Certains réacteurs doivent être fermés. Le gouvernement s'est engagé en début d'année à fermer, je pense, 14 réacteurs. Est-ce que ça veut dire que est-ce que la publication du rapport de RTE change quelque chose à ce calendrier-là? Et est-ce que la fermeture de ces réacteurs devrait être conditionnée à la création de nouveaux EPR? Merci. Alors, il faut bien voir que dans le rapport RTE, à l'exception des deux scénarios, disons, les plus... les deux scénarios les plus extrêmes, c'est-à-dire le scénario 100% renouvelable ou le scénario avec beaucoup plus de nucléaire, les autres scénarios sont compatibles avec la trajectoire de fermeture qui est prévue par la programmation pluriannuelle de l'énergie et permettent tous d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Donc c'est important d'avoir ça en tête puisque nous aurons à y réfléchir. Ensuite, j'ai bien vu ce que disait RTE, on va regarder encore une fois, l'idée de ce rapport, c'est d'être capable de réfléchir sur les bases qui nous sont proposées. Maintenant, je n'oublie pas que nous avons un parc de réacteurs qui est vieillissant. N'oublions pas que les réacteurs ont été construits en deux phases, mais les deux phases ont été très resserrées, ce qui fait qu'on a construit tous nos réacteurs quasiment en même temps, et que si on attendait leur fin naturelle, c'est-à-dire le moment où il faudrait vraiment les arrêter pour des raisons de sûreté, on risquerait de se retrouver avec ce qu'on appelle un effet falaise, c'est-à-dire à devoir arrêter tout d'un seul coup. Et arrêter tout d'un seul coup, ça poserait d'énormes problèmes en termes de mobilisation de la filière pour le faire, des compétences, avec un besoin de remplacer très vite ce qu'on va arrêter d'un coup. Et donc, c'est aussi ce que nous devons avoir en tête, et c'est pour ça que nous avions prévu dans la PPE la fermeture progressive d'un certain nombre de réacteurs pour faire du lissage et aussi pour faire face à des potentialités que l'ASN ne valide pas la prolongation d'un certain nombre de réacteurs. Ça nous permet aussi donc d'être prévoyants et d'éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, bien sûr que nous allons regarder ce que dit RTE, nous allons le prendre en compte, mais nous avons aussi à prendre en compte ce risque d'effet falaise. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour, Nicolas Goldberg, Columbus Consulting. Donc, je fais partie de ceux qui vont débattre de ce rapport. Et à ce titre, je voulais préciser que les 650 pages ont commencé à être publiées, qu'on a déjà des chapitres en ligne et que le reste sera publié cette semaine. Et je voulais vous poser une question, c'est que on va être beaucoup parties prenantes, ONG, experts indépendants à lire ces 650 pages et à en débattre. On a déjà commencé à le faire d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas dormi cette nuit. Je voulais savoir si qu'est-ce que vous aviez prévu, ou si vous aviez prévu un processus délibératif un peu spécifique à ça, puisque on va en débattre. Après, il y aura des débats au Parlement. Après, j'imagine qu'il y aura quelque chose qui sera voté. Et de quelle manière vous comptez
intégrer les parties prenantes et les experts indépendants qui regarderont tout ça et qui souhaiteront peut-être prendre part à la délibération, comme ça avait pu en partie peut-être insuffisamment fait avec la Convention citoyenne sur le climat, mais il y a d'autres processus démocratiques qu'on peut utiliser là-dessus. Voilà, je voulais savoir si vous aviez prévu des choses et qu'est-ce que vous aviez prévu là-dessus. Merci. Alors ça rejoint un peu la question qui était posée par monsieur tout à l'heure. Il y a des phases obligatoires de débat public, notamment sur l'évolution de la stratégie nationale bas carbone et puis aussi en prévision de la révision de la PPE qui va donner lieu à une loi qui sera normalement en 2023, qui sera débattue en 2023. Donc avant cela, il y aura des processus de débat. Maintenant, au moment de la campagne présidentielle, il y aura des débats qui seront moins formels, mais il y aura quel meilleur lieu de débat que la campagne présidentielle. Moi, j'aime autant que la campagne présidentielle puisse permettre de débattre sur des fondements justement techniques, maintenant scientifiques, qui sont apportés, plutôt que franchement de débattre sur les noms de famille ou des sujets aussi cruciaux pour l'avenir de notre pays. Donc que la campagne présidentielle soit le lieu où on va débattre des différents choix des uns et des autres, ça me paraît le meilleur lieu. Après... Par contre, j'ai un doute sur les 650 pages déjà publiées. On a déjà plusieurs chapitres. D'accord. Écoutez, ça me paraît un petit peu optimiste parce qu'il me semblait que tout n'était pas encore complètement ficelé. Mais très bien. De toute façon, plus vite on a les informations de RTE, mieux c'est, évidemment. Alors, madame, et après je vais vers monsieur. Oui, rebonjour. Vous avez dit tout à l'heure que donc Emmanuel Macron trancherait avant la fin de l'année. Je voulais savoir comment est-ce que ça se passe après, parce qu'on a une élection présidentielle en avril. Donc comment est-ce que la décision, est-ce que c'est une décision qui va devenir loi avant la présidentielle? Comment est-ce que la décision va être imprimée, si j'ose dire? Et j'ai une autre question qui était en rapport avec les prix élevés de l'énergie. Il y a 9 pays aujourd'hui, dont l'Allemagne, qui ont rejeté l'appel de la réforme du marché de l'électricité dont la France faisait partie. Je voulais savoir comment est-ce que vous réagissiez à ça et quelle était la prochaine étape pour vous. Et une dernière petite question, ça concerne le froid cet hiver, enfin le potentiel froid cet hiver et le manque de capacité qu'on a. On a des marges qui sont très très réduites. On a une centrale à charbon, Cordemais, qui a des problèmes de stock de charbon. Je voulais savoir si vous étiez inquiète pour cet hiver et quels étaient les leviers que vous aviez en cas de problème d'approvisionnement. Alors, d'abord, sur les annonces qui pourraient être faites par le président de la République, bien sûr, il n'est pas question de faire une... Tout ça nécessite un processus, ça ne se fait pas comme ça. Donc, ce que pourrait annoncer le président de la République, c'est un choix, une orientation, mais qui après nécessiterait du temps de mise en œuvre et du temps de mise en œuvre qui n'aboutirait pas à des décisions dans le dur avant le quinquennat suivant. Et c'est aussi pour ça que le débat présidentiel pourra se tenir sur ces questions-là, puisque de toute façon, un processus comme celui-là est un processus très long. Sur ce qu'ont dit les Allemands, j'entends les positions qui peuvent être exprimées par certains pays de l'Union européenne. Il s'avère que l'Union européenne, ce n'est pas seulement l'Allemagne ou quelques autres pays, ce sont de nombreux pays qui ont connu les effets de ce marché de l'électricité européen, qui est plutôt un marché qui nous sécurise globalement, puisqu'il y a une interconnexion, ce qui peut d'ailleurs répondre en partie à ce que vous dites, la question que vous posez pour cet hiver. C'est un marché qui nous sécurise, mais dont on a vu les limites en période de crise. Et donc nous avons en ce moment à Luxembourg une discussion entre les États membres sur ce sujet. Évidemment, mon ministère est représenté par Emmanuel Vargon, qui pose justement les positions françaises sur la question et qui va interagir avec nos collègues pour essayer de trouver des solutions.
Donc il n'y aura pas de décision qui sera prise à ce Conseil de Luxembourg, mais par contre, on voit bien que c'est un sujet qui est toujours à l'ordre du jour, que la Commission européenne a bien entendu. Elle a apporté déjà quelques solutions, la Commission européenne, sur la manière de faire face avec une boîte à outils un peu dans l'urgence, mais la question d'une réforme plus structurelle du marché de l'électricité européen est toujours sur la table et nous allons continuer à la porter. Sur la question du passage de l'hiver, bien sûr, nous sommes très attentifs à nos capacités de production. Des éléments que j'ai, nous avons des outils qui nous permettent de regarder de manière plutôt sereine ce passage de l'hiver. Bien sûr, nous ferons attention parce que c'est très dépendant des températures qui peuvent baisser fort ou pas fort, mais nous avons des moyens qui sont des moyens classiques que nous utilisons, que ce soit des moyens d'effacement, que ce soit l'utilisation de manière très ponctuelle de centrales à charbon, mais qui baisse en fait d'année en année. Aujourd'hui, c'est vraiment de manière très résiduelle qu'on utilise les centrales à charbon. Et puis, nous sommes interconnectés avec l'Europe, ce qui nous permet aussi, c'est le cas tous les ans, de pouvoir importer un peu d'électricité quand nous en avons besoin. Donc, d'une manière générale, nous avons tous les outils pour faire face au froid cet hiver. Bonjour, Simon Prigent de Contexte. Bonjour. Vous avez parlé d'un rapport tout à l'heure sur le nouveau nucléaire qui serait publié bientôt. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, par qui il a été rédigé et ce qu'il contient à gros traits? Ah ben non, je ne vais pas vous dire ce qu'il contient avant qu'il sorte. Mais c'est un rapport que nous avons commandé, qui a fait l'objet justement d'échanges divers. EDF a apporté sa part, mais ce qu'a partagé EDF a été soumis notamment au service de l'administration, a été soumis à diverses appréciations pour qu'on puisse avoir un rapport qui soit balancé et qui soit crédible, clair, et qui permettent d'alimenter le débat. Donc ça va arriver très vite, mais je ne vais pas vous donner maintenant ce qui est dans ce rapport. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il va arriver vite. Je me permets juste une relance, du coup. Si je comprends bien, c'est là-dessus que va se baser le président, notamment avec les scénarios de RTE pour annoncer ou pas d'ici la fin de l'année la construction de nouveaux réacteurs. Mais du coup, on est bien d'accord qu'il n'y aura pas de débat concret sur ce sujet-là avant l'annonce du président. C'est quand vous évoquez la possibilité d'un débat, c'est dans le cadre de la présidentielle, après cette annonce. Mais on vit en démocratie, donc les débats, ils ont lieu tout le temps. Enfin, moi, j'en vois partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par les médias, que ce soit... Tout le monde peut organiser des débats sur ce sujet. Si vous me demandez si là, je vais lancer une convention citoyenne sur ce sujet-là dans les 2 semaines à venir, objectivement, ce serait un peu court. Ce serait un peu compliqué. Mais par contre, le débat, il vit. Il n'a pas besoin... Le gouvernement n'est pas le seul à mettre en place des débats. Nous avons la commission du débat public qui a aussi son rôle, mais j'espère bien qu'une démocratie vivante est une démocratie qui n'a pas besoin d'injonction du gouvernement pour organiser ces débats. Donc le débat se passe sur Twitter. J'espère bien qu'il peut se passer ailleurs. Et là, j'ai des représentants ici de médias qui ont toute possibilité d'organiser plein de choses. On est bon ? Merci, bonne journée à tous.